BFM Business et Tech Co présente Tech Co, la quotidienne. Frédéric Simotel. Bonsoir et bienvenue dans Tech Co, la quotidienne. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h pour parler évidemment de tout ce qui se passe dans la tech. Il se passe beaucoup de choses du côté de chez Apple qui perd l'un de ses dirigeants sur l'IA. C'était déjà le cas il y a 15 jours, c'est encore le cas aujourd'hui. Tiens, il y a un Français qui est ressurgi dans l'affaire, on va découvrir tout ça. Et puis Apple, oui, tiens, John Sculley, un ancien patron, c'est lui qui avait été recruté par Steve Jobs, qui l'avait viré, on était dans les années 90. Et bien John Sculley pense que Apple doit changer d'époque, doit vraiment se mettre à l'heure d'OpenAI. On va en parler avec nos débriefeurs, ça c'est pour un premier sujet. Un deuxième sujet, évidemment, SFR, sous pression avec les trois autres opérateurs, Orange, Bouygues Telecom et Free. Voilà, que va faire SFR. Ils ont refusé l'offre, mais voilà, on va voir le début de cette partie de poker. Et puis en deuxième partie d'émission, vers 20h30, on recevra Thales qui vient de nous présenter une carte à puce qui résiste aux menaces quantiques. On verra tout ça ensemble. Reste avec nous, on est ensemble pendant 1h30 jusqu'à 21h sur BFM Business. Tech Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Voilà, il y a un débrief de la tech avec nos experts du soir, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il faut bien connaître ce marché, parce qu'on va replonger un peu dans l'histoire, on va se projeter dans l'avenir avec tous les sujets dont je viens de vous parler. Et ils connaissent bien cette histoire. Thomas Serval, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, PDG de Barracuda, l'une des pépites françaises dans la salle de bain connectée, présent sur, on le disait, il y avait le salon JTEX, là où était Léa Benaïm il y a quelques jours, de la rédaction avec où Barracuda était, et puis on se retrouvera au CES, parce que beaucoup d'annonces alors sur les produits, et puis on en parlera au moment du CES, mais aussi dans les infrastructures, comment développer, parce que tu as beaucoup de choses à raconter dans tout ça. Et puis je rappelle, tu as été aussi dirigeant dans beaucoup de grandes entreprises, chez Microsoft, chez Google, donc tu connais parfaitement tout ça. Avec nous également Julien Villeray. Bonsoir Julien. Bonsoir Frédéric. Directeur de l'innovation chez EDF. Hors micro, pour tout vous dire, on parlait d'un récent voyage en Chine où tu as été impressionné par les robots, enfin tout ce qui est en train de se faire là-bas. Il y a d'ailleurs la une de Challenge qui est née, et pendant ce temps, la Chine écrase tout. Voilà, et bien, on aura l'occasion d'en reparler aussi, parce que la concurrence chinoise est là. Et puis, il est à distance avec nous, Bruno Guglielminetti. Bonsoir Bruno. Bonsoir Frédéric. Voilà, bienvenue, journaliste et animateur de mon carnet de l'actualité numérique. Puis tiens, enfin, en fin de ce débrief, il nous parlera, Bruno, d'une société dont personnellement je n'avais pas entendu parler. C'est lui qui l'a repérée. Elle s'appelle il faut que je la retrouve. Pixel, voilà. Et là, tu vas nous dire un petit peu, il y a des histoires de souveraineté derrière tout ça. En tout cas, merci Bruno d'être avec nous. Messieurs, on démarre avec une grosse demi-heure Apple, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, la fuite des cerveaux. On va parler justement sur est-ce que Apple doit changer d'époque, et puis ce casque Vision Pro, voilà, est-ce qu'il est en survie. On démarre avec cette fuite de cerveau chez Apple. C'est Keyang qui était alors il y a quelques semaines, il y a Robbie Walker qui était le patron d'Apple Intelligence, enfin Siri, toute cette partie-là, qui a quitté le groupe pour des divergences stratégiques. Son remplaçant, Keyang, qui venait d'arriver donc depuis quelques temps chez Apple, lui, il vient de quitter Apple pour partir chez Meta. Et ça nous rappelle que Rumo Pan, il y a quelques mois, était déjà parti chez Meta. Et puis tiens, pour la petite histoire, il y a un Français qui s'appelle Benoît Dupin, qui récupère cette... un gars qui a fait InsaRen, je crois, à l'époque, et qui a eu une carrière chez HP, il est chez Apple depuis une douzaine d'années, et il reprend cette division. Alors, comment il faut voir ça, Julien, là, tous ces départs ? Si je peux me permettre de prendre un tout petit peu de hauteur sur le sujet globalement d'Apple et l'IA, parce que je crois que c'est un peu la thématique voilà. sur laquelle on est. Moi, je voudrais d'abord donner... ma conviction, c'est que ce n'est pas du tout un problème stratégique pour Apple. Apple n'a pas de problème stratégique aujourd'hui avec l'IA. Par contre, il a un problème d'exécution absolument fondamental. Pourquoi il n'a pas de problème stratégique ? Il suffit de regarder ce qui se passe sur l'App Store. Je me suis connecté juste avant pour vérifier. Première application téléchargée sur l'App Store, ChatGPT. Deuxième application, Gemini. C'est-à-dire que, vu d'un utilisateur Apple, il a accès aux meilleurs modèles, aux meilleurs outils d'IA sur son téléphone. Donc stratégiquement, Apple n'a pas de problème. Elle a les années qu'il faut devant elle pour rattraper son retard. Clairement, elle s'est plantée sur un certain nombre de sujets liés à l'IA, mais elle a largement le temps, avant que ce soit un problème économique pour elle, de résoudre ce problème-là. Par contre, elle a un vrai problème d'exécution.
C'est-à-dire que dès qu'elle essaye de faire mieux sur l'IA, et donc ça a été le cas avec le Siri nouvelle génération avorté, mais qui était peut-être juste le canari dans la mine finalement, et maintenant avec les recrutements, ou plutôt les décrutements, c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à recruter sur le sujet, ou en tout cas mal, et pas mal de gens réputés compétents sur le sujet partent, ça veut dire qu'elle n'a pas résolu son problème d'exécution. C'est-à-dire qu'elle n'arrive pas finalement à se transformer et à faire cette transformation. Et c'est une transformation, on va se le dire, alors on le dit souvent, les experts, en particulier dans l'IA, sont des gens qui ont besoin d'accéder à des ressources illimitées, à des moyens de calcul formidables, etc. Oui, c'est vrai. Il y a aussi un sujet quand même, on s'en rend pas forcément compte quand on n'y a pas travaillé, mais Apple est une boîte frugale. C'est-à-dire que c'est une boîte qui est capable de mettre énormément d'argent sur les sujets stratégiques pour elle et prioritaires pour elle, mais c'est une boîte qui paye quand même pas des salaires délirants, c'est pas quelqu'un qui donne des avantages délirants à ses experts, et on sait bien qu'en face, on a Mark Zuckerberg chez Meta et d'autres qui sont en train, eux, de mettre sur la table des moyens délirants. Et ce qui sort, c'est qu'on en parlera tout à l'heure, on ne quittait pas Apple avant. Enfin, il y en a quelques-uns. Johnny Ive a un peu lancé le mouvement. Enfin, quand on était parmi les grands dirigeants, c'est ce qui change un peu aussi. Et c'est vrai, c'est ce qui change. Donc voilà, juste pour dire, je pense que c'est un vrai sujet aujourd'hui d'exécution chez Apple, c'est-à-dire qu'ils ont le temps de régler leurs problèmes, mais ils n'ont pas l'air d'être sur le chemin critique, comme on dit dans le monde de l'entreprise, pour le régler à court terme. Et ça, je trouve ça un peu inquiétant. Thomas. Alors, j'ai beaucoup d'amis chez Apple, donc j'ai des insider stories. Déjà sur la partie stratégique, je pense que effectivement, ils ont une plateforme tellement solide qu'on ne va pas remettre en cause, comme on ne remettra pas en cause le monopole de Google, la domination notamment sur le marché. iTunes et iCloud et donc, tout ça, quelque part, a bien marché. Quelque part, de ce point de vue-là, Apple. Par contre, pour une boîte comme Apple, impactée pour faire de la croissance, quand on fait déjà le chiffre d'affaires qu'ils font, il faut trouver des nouveaux chemins ascendants. Donc le problème stratégique d'Apple, il est plutôt que la nouvelle manne générée par l'IA, elle est pour le moment pas en train d'arriver chez eux, puisque quelque part même les chats GPT, etc., sont des modèles qui sont quasiment gratuits ou sur lesquels l'App Store ne gagne pas d'argent. Donc en fait, il y a un problème non pas de perte de valeur, mais de rater le coche des nouvelles zones de création de valeur à ce stade. Donc on peut le voir positivement ou négativement, mais je pense qu'il y a quand même un raté stratégique sur le fait qu'ils n'ont pas été capables de surfer cette vague. La deuxième, c'est que culturellement, Apple, c'est une boîte de hardware. Et en fait, on ne comprend pas bien la logique. Microsoft, c'est une boîte de software. Google, c'était une boîte de cloud, ou en tout cas de plateforme. Apple, c'est une boîte de hardware. C'est les racines de Apple. Et donc, dans la food chain, en fait, dans la manière dont les gens sont vus chez Apple, le plus important, c'est le designer qui décide de la forme du truc. Après, c'est l'ingénieur hardware. Et le mec de software, si c'est du software embarqué, il est un peu après. Et puis, quand on va aller dans le cloud des services, il y a un monsieur qui s'appelle Eddie Q, qui est là depuis très longtemps, parce qu'il a créé iTunes avec Steve Jobs, et qui est le monsieur qui rattrape tout ce qui n'intéressait pas Steve. Et d'ailleurs, quand un produit ne marche pas, on l'envoie chez Eddie, qui est entouré de plein de Français, c'est ça qui est assez drôle, parce qu'il a compris que les ingénieurs français, pour ce genre de choses, ils étaient bons. Et donc, ça va chez Steve, donc quelque part, qu'est-ce qui est allé chez Eddie, les maps quand c'est parti en cacahuète, etc. Donc, cette absence de culture du soft, et notamment du soft cloud, puisque quelque part, aujourd'hui, les révolutions, elles sont passées non pas d'ailleurs dans le logiciel embarqué, mais vraiment dans les très grosses infrastructures. C'est un problème pour Apple. Pour prendre un exemple concret chez Apple, iCloud tourne sur une partie AWS et l'autre partie Azure. En fait, iCloud, c'est la marque Apple sur de l'infrastructure faite par d'autres. Cette absence même d'appétence qu'on peut avoir chez Google avec des serveurs, des racks de serveurs, elle est culturelle chez Apple. Donc si vous êtes dans l'IA, dans la partie gros data center, vous êtes à nobody dans la food chain. Donc c'est vrai que quand un Mark Zuckerberg vient vous voir ou un Google vient vous voir, vous dire le nouvel héros de tous les temps, même si vous payez un peu mieux, vous êtes déjà un mec mieux en termes de mieux considéré. Mieux considéré, plus écouté, plus de ressources et plus de moyens. Alors après sur les ratés d'exécution. C'est aussi une des raisons. C'est en fait, mécaniquement, le hardware ayant la priorité, quand on doit se demander si on doit mettre le poids du corps sur la chaîne logistique, parce que Tim Cook vient de la logistique, ou sur améliorer le modèle de Siri, on pense bien que les arbitrages à la fin, on va donner un peu plus au marketing, un peu plus au design, et finalement, on se dira la prochaine version. Voilà. Et puis le dernier point, c'est un problème de pyramide des âges. Chacune des starts de la Silicon Valley ont l'âge de leur fondateur. Alors, on a vu que Microsoft a réussi à se renouveler en remplaçant les Bill Gates et Steve Ballmer par Satya Nadella. Google aussi. Qui a
C'est un peu différent, justement. Satya qui a repris le contrôle complètement de la stratégie de Microsoft, qui l'a transformée en cloud company, qu'elle n'était pas du tout, et qui a eu les mains libres. Chez Google, c'est un peu hybride. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez aujourd'hui un Sundar qui est un chef de produit, chef de projet, quelqu'un qui met de l'ordre dans le chaos qui est créé par les fondateurs. Avant, c'était le rôle d'Eric Schmidt. C'est un peu plus compliqué. On voit qu'ils ont un peu plus de mal à... Mais on reste quand même sur une génération de dirigeants qui ont 45 à 50 ans. Chez Apple, la génération qui sont les lieutenants de Tim Cook, ils ont 65 ans. Et ils ont fait fortune d'une manière qui est incommensurable. Il n'y a qu'à regarder le stock d'Apple. Et comme tu le disais tout à l'heure, les gens restent chez Apple, il faut voir que leur motivation pour se remettre en cause et aller chercher le milliard de plus, elle est un peu moins grande que celui qui a 35 ans et qui a les dents qui rayent le parquet. Bruno, comment tu vois ça là, de ton regard canadien et puis de l'histoire que tu connais d'Apple, que tu suis depuis pas mal d'années? Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses justes qui sont dites par Julien et Thomas. Tu me permets de saluer les deux commentaires qu'on vient d'entendre parce que c'est exactement ça. Moi, de l'œil ou de l'angle que je peux rajouter à ça, c'est probablement tout le volet de la perception. Et c'est là où, selon moi, Apple est en train de passer un très mauvais quart d'heure. Et j'ai hâte de connaître très bientôt les chiffres de vente pour les 2 derniers mois. Parce que j'ai l'impression que ça va impacter. Quand on parle de la perception, c'est en bout de ligne, ultimement, puisque justement Apple, c'est une compagnie de matériel, de hardware, l'idée là-dedans, c'est que est-ce que moi j'ai le goût de posséder un iPhone pour ce que ça représente? Et là où le bas blesse, c'est qu'à l'heure actuelle, ces compétiteurs font miroiter l'IA. Ça carbure, ça fonctionne. Et il y a toujours l'iPhone. D'ailleurs, si vous vous souvenez de la dernière présentation qui a été faite au mois de septembre, on n'a pas mentionné souvent le mot intelligence artificielle. Oui. Et pour cause, on a voulu focusser sur le iPhone Air pour montrer comment c'était design, on renouvelait le genre, probablement qu'on vient même de créer une nouvelle catégorie de téléphone selon eux. Alors à partir de là, on essaye de vendre autre chose. On retourne sur ce qui a toujours été le succès de Apple, c'est-à-dire la qualité du matériel. Mais c'est ce qui fonctionne dedans. Et aujourd'hui, dans la perception des consommateurs, c'est beaucoup ce qu'on peut faire avec un téléphone. Quand vous regardez maintenant les présentations qui sont faites chez Apple, le 3/4, sinon le 4/5e des gens qui sont invités, ce sont des influenceurs. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une façon de vivre. Mais une façon de vivre, c'est pas d'avoir un iPhone dans les mains, c'est ce qu'on peut faire avec. Ouais. Et aujourd'hui, quand on le compare aux autres joueurs, les autres joueurs font plus que ce que l'iPhone de 2025 permet de faire. Évidemment, là, on a été s'acheter un peu d'heure en disant le nouveau série va être là au printemps prochain et puis ça va être formidable. Alors là, on a un peu de temps pour souffler, mais quand on regarde ce qui est en train d'être fait, à l'interne, on est en train de travailler sur le série, quoique là, avec les départs, ça doit bouleverser un peu. Puis, parallèlement, on est encore en train de discuter avec les Anthropic, les OpenAI et les Google c'est pour vrai voir ce que tu comment dis, on va les intégrer. Oui, c'est vrai qu'au sein d'Apple, il y a ceux qui veulent le built-in, tout bâtir en interne, et ceux qui veulent passer par des partenariats extérieurs. Et c'est vrai ce que tu dis sur les influenceurs. Melinda Davansoulas, qui était pour le lancement de l'iPhone 17 et l'iPhone Air il y a quelques semaines aux États-Unis, disait il y a plein d'influenceurs mode qui sont là. On n'en a jamais vu autant justement pour vendre tout ça. Julien. Je reviens au sujet et puis Bruno, on peut enchaîner d'ailleurs avec ce qu'a dit John Sculley parce que les deux sujets sont très liés, en disant que voilà, il faut qu'Apple se remette change d'époque, revienne à l'époque aujourd'hui. Moi, je suis complètement d'accord avec tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Je voudrais juste revenir au sujet vraiment du cœur de la stratégie d'Apple. D'abord, même s'ils ne le disent pas, ils ne le donnent pas vraiment à voir, et c'est ce que Bruno disait un petit peu, ils sont en train de courir tous les lièvres à la fois. C'est-à-dire qu'ils essayent de toute évidence en interne de se dépatouiller de leurs problèmes, et on leur souhaite d'y arriver, mais effectivement, les annonces récentes font que ça a l'air compliqué. Ils ont signé avec OpenAI, et ils ont un deal rémunérateur avec OpenAI, puisque aujourd'hui, quand on installe OpenAI, ChatGPT, avec son compte dans son iPhone, il y a un cut de 30% qui est pris, qu'on imagine de 30%, il est peut-être négocié un peu en dessous, par Apple. Ils sont en négo avec Gemini, bref, Anthropic qui propose Claude dans Xcode. Donc, ils cherchent en fait à courir tous les lièvres pour être quand même sûr de ne pas se planter à la fin. Néanmoins, je crois qu'ils se feront pas avoir parce que stratégiquement, ils ont une vraie crainte en fait en interne, c'est le modèle WeChat.
Ce qui est arrivé en Chine avec WeChat, c'est-à-dire WeChat est une application. C'est l'appli à tout faire. L'appli à tout faire. Un réseau social. Et que quand je vis en Chine, que j'installe WeChat, franchement, sur un Xiaomi, sur un Apple ou sur quoi que ce soit d'autre, j'ai les mêmes services, ça fonctionne pareil, j'ai la même ergonomie. Et après, le téléphone n'est plus qu'un réceptacle, finalement, de cette appli. Or, quand on regarde les annonces récentes d'OpenAI sur ChatGPT, tous les connecteurs qu'ils ont ouverts, la possibilité d'utiliser Uber, DoorDash, etc., directement, Walmart d'ailleurs a fait une annonce aussi directement dans ChatGPT, ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, OpenAI est en train d'essayer de faire un WeChat-like en disant finalement ça va être ma coquille, mon appli, peut-être mon device d'ailleurs demain avec Johnny Ive, mais en tout cas ma coquille, mon appli, qui va devenir The Everything App, donc l'app à tout faire. Alors finalement, ça pour Apple, c'est l'angoisse, parce que déjà ils ont eu ce problème-là en Chine, mais s'ils ont ce problème-là dans le monde entier, c'est une angoisse. Ça commence à changer. Et d'ailleurs, c'est Bill Gates qui disait nous n'irons plus sur Amazon, Booking, Uber ou New York Times, mais nous utiliserons ces modèles comme un assistant personnel. Il dit ça il y a 1 an et demi. Et puis, et John Sculley, pour parler de lui, donc John Sculley, on le rappelle, c'est un patron appelé par Steve Jobs dans les milieu des années 80 pour relancer Apple. Il cherchait des idées. Il s'est dit, c'est un gars qui vient de chez Pepsi. IBM avait fait la même chose, allait faire la même chose avec un gars avec Lou Gerstner qui venait de chez PepsiCo, enfin de chez Nabisco, les biscuits, et puis dans l'informatique, il dit il a peut-être des idées, c'est un des grands clients, voilà, c'était la même chose. Et puis John Sculley, au bout d'un moment, il a viré Steve Jobs, et puis Steve Jobs s'en voulu, et puis il a quitté l'entreprise en 93. Bruno justement, et lui dit il faut que Apple passe de l'ère des applications à l'ère de l'IA agentique, enfin de ce que tu dis. Bruno, et après je passe la parole à Thomas. Ouais. Non, c'est ça. Puis je suis content qu'on revienne à Sculley parce que, d'une part, j'étais surpris de voir cette rencontre-là qu'il a eue. Ça s'est passé à New York dans le cadre d'une conférence. J'en ai regardé des extraits et c'est de l'entendre. C'est quand même lui qui a fait l'erreur de foutre à la porte Steve Jobs. Oui. Mais bon, c'est du passé. Qui était allé le chercher, je le redis encore. Oui, mais ce que je trouve intéressant, c'est que c'est le constat que, selon lui, c'est la première fois que Apple a un concurrent de taille avec OpenAI. Et je pense que quand on parlait, puis on vient juste de le mentionner, c'était tellement exact, il y a comme un vent je dirais pas de panique, on n'est pas rendu là, mais il y a un enjeu important de voir arriver quelqu'un qui pourrait carrément prendre le contrôle de notre outil, où on a été roi pendant tout ce temps-là, et puis finalement de partir avec la clientèle et de les amener dans son interface, dans son environnement. Ça, c'est à craindre. Alors effectivement, il doit y avoir une prise de conscience qui est faite. On sent qu'il y a du tiraillement au sein de l'entreprise, mais à un moment donné, il va falloir mettre le pied à terre et dire c'est ça qu'on fait et on s'en va par là. Et bon, j'ai un peu d'espoir pour le printemps prochain. Je laisse le lièvre courir. Maintenant, il faudra voir s'il sera au fil. Pourquoi tu dis le printemps prochain? Le nouveau Siri. Parce qu'on parle pour le nouveau Siri. Ah oui, pour le nouveau Siri, bien sûr. Ouais. Thomas. Quand on regardait, nous, ce business du temps de Microsoft et puis après de Google, la question toujours dans la technologie, c'est les touchpoints. C'est qui est la première personne qui touche le client. Donc, pour le moment, Apple, donc le téléphone, donc Apple, est le premier touchpoint. C'est-à-dire quelque part, c'est la gateway. Et pour accéder à Internet, il y a quoi? Il y avait la set-top box de l'opérateur et la télé. Il y a le téléphone qui est maintenant devenu massif. Dans le temps, c'était le PC. Et vu de la Silicon Valley et vu des majeurs de la tech, la question, c'est comment je fais pour être le premier à toucher le client. Donc le hardware est quand même un avantage essentiel parce que pour le moment, on ne reçoit pas l'Internet. Enfin, à part Musk qui voudrait éventuellement nous le greffer directement dans la tête, il faut passer par du hardware. Et donc, quelque part, on a l'opportunité de ce touchpoint. Il faut voir que cette analyse de touchpoint, elle est essentielle parce qu'elle est en train, effectivement, d'être remise en cause par les lunettes, oui. Par l'idée que, et c'est ce qui est arrivé à Microsoft, tout d'un coup, en fait, Bill Gates pensait qu'il avait locké le touchpoint avec le hardware, qu'il ne faisait pas, mais Windows qui devenait le truc, et derrière le navigateur Internet Explorer. Tout d'un coup, Chrome a réussi à faire le coucou et à mettre toute la valeur ajoutée dans le navigateur et non plus dans l'operating system. Là, on va avoir un aha moment, et je crois que l'analogie elle est excellente avec WeChat, parce que WeChat, c'est un moteur de chat qui est devenu un agent intelligent à tout faire, et donc ChatGPT, c'est aussi du chat. Donc, quelque part, c'est vrai que l'analogie est vers WeChat pour faire une super app et fédérer des applications, en se disant que si ça marche sur 1 milliard de personnes, finalement, peut-être que l'Occident est allé sur le mauvais chemin et que les Chinois sont allés sur le bon. Et donc, c'est vrai qu'il y a un petit moment
où la valeur ajoutée de qui va toucher le consommateur le premier et donc va le monétiser, parce que, encore une fois, il faut se rappeler qu'à part Apple qui vend le hardware, tout le reste de la chaîne de la valeur, ils vendent de l'attention des gens ou des transactions futures. Apple, il gagne sur les deux tableaux. Pour le moment, il gagne sur l'accès et puis après sur la transaction vers l'App Store. Si jamais on le bypass parce que l'accès est utilisable par d'autres, c'est pour ça qu'OpenAI, avec son AI agentic, essaie de bypasser le gateway de l'iPhone et des lunettes, ou on va peut-être parler des glaces plus tard. Ou peut-être d'un futur device, Johnny Ive et Sam Altman. Mais tu as besoin que ça soit t'as besoin que ça soit rapidement pour des milliards de personnes. Donc je pense qu'il faut le voir vraiment dans cette logique de touchpoint. Quelle est la bataille aujourd'hui sur les touchpoints et quel va être le truc sur lesquels les gens vont utiliser? Est-ce qu'ils vont utiliser plutôt ChatGPT ou plutôt l'iPhone? Même dans leur tête, c'est important de savoir ce qui est top of mind. Et puis, est-ce qu'ils ne vont pas utiliser, sans doute, c'est le casque Vision Pro, Julien, parce que là... Oui, mais alors là-dessus aussi, je pense qu'on fait honnêtement, collectivement, tous, on fait une erreur d'analyse stratégique complète. C'est-à-dire que stratégiquement, je pense qu'Apple a fait tout à fait le bon choix de développer le Vision Pro, et en particulier l'OS qu'il y a dans le Vision Pro, parce que c'est ça le seul intérêt du Vision Pro, c'est évidemment l'interface, la plateforme, ce qui va leur permettre derrière de la décliner sur... Oui, moi c'est ce que je pense. Qui était leur erreur opérationnelle, qui a été finalement d'aller vers un casque de réalité mixte, pour le dire un peu rapidement, pendant que le marché, en fait, commençait tout doucement à aller vers des lunettes, avec en particulier les Meta Ray-Ban, qui en fait, objectivement, Meta Ray-Ban, c'est des AirPods sous une forme de lunettes, c'est rien de plus. Alors la nouvelle version, maintenant, il y a un petit display, mais avant, c'était que ça. Et ça, encore, Apple aurait pu lancer ça largement au même moment que Meta, voire avant. Bon, ils ont fait le choix du form factor, qui était la lunette, un peu le casque qui est lourd, qui coûte $4,000. Et alors, je pense que leur erreur, c'est vraiment le prix. Je veux bien qu'on explique qu'Apple, ils sont complètement idiots, mais je suis absolument certain, quand ils lancent un produit à €4,000, ils savent qu'ils vont pas en vendre beaucoup. Ils en sont absolument persuadés. Donc, s'ils l'ont lancé à ce prix-là, c'est qu'ils se sont dit, nous, ce qu'on veut sur le marché, et la nouvelle version qui vient d'être lancée le prouve complètement, c'est on va du coup s'en servir comme d'un démonstrateur pour faire des itérations sur notre OS, pour avoir une interface, des gestuels, etc. La mise à jour là qu'ils ont annoncée, c'est juste, alors c'est tout petit, mais c'est juste le processeur qui change. Sinon, ils l'auraient tué. On l'a vu comme ça. Sinon, ils l'auraient tué. S'ils le poursuivent avec des petites mises à jour itératives, c'est justement qu'ils ne veulent pas le tuer. Et pourquoi ils ne veulent pas le tuer? Parce que ça leur permet d'avoir le temps d'avoir effectivement le produit qui sera sur le bon form factor, donc la lunette probablement, parce que c'est vers là qu'on va, ils auront développé quand même un OS de grande qualité. Donc encore une fois, je pense stratégiquement, ils ne se sont pas plantés. Je pense dans l'exécution, oui. Très rapidement, puis Bruno, vas-y Thomas. Non, donc moi je suis un peu plus nuancé, dubitatif sur ce truc-là. Il y a eu, il y a 8 ans, avec Zuckerberg qui a commencé, HTC, etc., cette idée que le futur allait être le métaverse. Les lunettes. Ils ont acheté pas mal de boîtes avec l'idée historiquement de le mettre dans l'iPad et de faire en sorte que ce soit l'iPad qui soit le gateway. Parce qu'en fait, les capteurs, il faut voir que les capteurs de profondeur et donc de 3D, ils sont déjà dans les iPhones. Donc la logique de l'OS qui ira bien au-delà du hardware, elle est évidente. Maintenant, je pense surtout que Apple, c'est une grosse maison et c'est difficile de tuer un des rares projets que Tim Cook a fait. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu le Newton. Les gens ont un peu oublié le fameux Newton qui était... On part dans les années 90. Oui, mais qui était un espèce d'agenda électronique. Le pod de PDA, on appelle ça. Un PDA, oui. Donc, je pense qu'ils ont quand même fait une connerie sur le positionnement prix, sur la valeur ajoutée de la chose, et même leur communauté leur a dit que leur truc était quand même assez déceptif. Est-ce que ça va converger assez vite pour en faire un business, alors que Meta commence modeste, accélère vite? Je suis pas sûr que la stratégie d'Apple soit la bonne. Bruno, ton avis sur ce Vision Pro et la stratégie d'Apple? Oui, je fais du pouce sur ce que Julien disait auparavant. J'ai l'impression que, évidemment, c'est un club select, mais les gens qui ont acheté le Vision Pro et qui l'utilisent, ça fait un superbe beau groupe de bêta-testeurs, ça, pour ce qui s'en vient, sous la forme de quelque chose qui va ressembler plus à ce que je porte sur le bout du nez. Et je pense que ça... Pour ça, c'est intéressant. Je pense que ça valait la peine. Il y avait un public, un peu comme à l'époque, quand Apple avait sorti, ça c'est l'époque de Steve Jobs, sa première époque, quand il y avait des gros Mac qui sortaient, qui coûtaient une fortune. Il y avait un marché pour ça, parce qu'il y avait une qualité qui venait avec, et il y avait un je ne sais quoi qui venait aussi avec. Ben, le Vision Pro, ça a été la même chose. C'était, Shakespeare dirait, pour les happy few, qui avaient les moyens de se payer ça. Mais en même temps, ça sert pour tester la machine. Il y a énormément de rétroaction. Il
Il y a beaucoup de feedback qui vient de la part des utilisateurs. Et ça, je pense que c'est pour bonifier ce qui s'en vient, qui va être quelque chose de plus petit, qui va être quelque chose de plus abordable que le Vision Pro. Et moi, j'ai bon espoir c'est une démarche. Et là, ça, c'était une première étape. Et puis, on attend le casque Galaxy qui est annoncé là dans quelques jours. Très rapidement, Thomas. En fait, pour discuter beaucoup avec... Nous, on a fait les premières lunettes connectées en 2006, donc on connaît assez ce marché. Il y a deux chemins. Je ne sais pas lequel va converger. Il y a celui de Meta qui essaie de converger vers une plateforme, qui galère parce que maintenant, fabriquer une plateforme multi-application, c'est compliqué. Il y a celui d'Apple qui part d'un gros OS et qui essaie de converger vers quelque chose d'assez embarqué pour fonctionner pas cher. Pour avoir vécu ça chez Microsoft, qui devait essayer de faire un Windows Phone, en général, c'est celui qui part du plus modeste et qui va vers la complexité qui gagne, plutôt que celui qui va du plus compliqué et qui essaie de simplifier. Ça n'a pas été le cas d'Apple. Apple est parti d'OS X pour faire l'OS de son iPhone. Et ça a été un succès monstrueux. C'était l'OS du Mac, en fait, qui a été downsizé. Non, c'était Linux. Ah non, c'est vraiment l'OS. Nous, on a fait tourner... Enfin, on va pas en faire des... Non, mais... Okay. En tout cas, voilà, on va suivre ça. Moi, je pense que la grosse erreur, j'entendais hier soir François en parler, d'ailleurs, je vous rappelle, vous pouvez nous retrouver en podcast, en replay sur YouTube, et François en parlait hier soir en disant, oui, il manquait aussi la Killer App. Moi, je pense que la Killer App, c'est le prix. Ils auraient cassé les prix, ils en auraient vendu des centaines. Apple ne casse jamais ses marques. Et on aurait tous été ravis de cet outil. Allez, Thomas, Julien, Bruno, on se retrouve dans un instant, on marque une courte pause sur BFM Business. Tech & Co, ça se poursuit, on a encore une bonne demi-heure, on va parler de SFR, on va parler de la bataille des outils de génération, il y a Sora 2, il y a VO 3.1, il y a Microsoft aussi, acquisition d'outils. Parler de tout ça, c'est tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Allez, on est reparti pour une grosse demi-heure de débrief de la tech et puis ensuite on aura encore des startups qui vont venir pour nous parler d'IA, pour nous parler d'une carte à puce menace quantique. Ce sera dans la deuxième partie à 20h30. Mais tout de suite, on retrouve évidemment nos débriefeurs Thomas Serval, PDG de Barracuda, Julien Villeray, directeur de l'innovation EDF. Tiens, on vous retrouvera tous les deux au CES début janvier. Mais on retrouvera aussi Bruno Guglielminetti, qui est journaliste et animateur de mon carnet de l'actualité numérique en direct du Canada et qui sera aussi avec nous au CES. Messieurs, on a beaucoup parlé d'Apple, vous pouvez retrouver tout ça évidemment en replay en podcast, mais là on va parler de ce deal proposé par les opérateurs français pour le dépeçage de SFR. C'est une offre inédite qui a été mise sur la table pour le rachat de SFR. Les trois autres opérateurs français, Orange, Free, Bouygues Télécom, ont annoncé il y a quelques heures le dépôt d'une proposition commune. Première offre officielle qu'a reçue Patrick Drahi, 17 milliards pour 80% du groupe, qu'il a déjà refusé. Mais on va déjà écouter ce que nous en dit Mathieu Pechperti, il va nous dépeindre un peu les contours de cette offre et on revient, qui a déjà été refusée, mais on a quand même un aperçu de ce qui peut se passer. C'est un véritable découpage et un partage de SFR par ces trois concurrents Bouygues, Free et Orange pour 17 milliards d'euros. Une offre véritablement historique. Alors c'est surtout Bouygues qui va racheter le plus d'activités, notamment tout le réseau mobile de SFR, ainsi qu'une large partie de ses abonnés qui vont avec, les abonnés mobiles évidemment de SFR. La plupart également des clients entreprises d'activité SFR Business et évidemment des clients fibre. Free lui aussi est l'autre grand gagnant de cette opération. Lui va surtout récupérer les clients low cost de la marque Red, qui appartient évidemment à SFR, également des bouts du réseau fibre, des fréquences mobiles également très importantes pour Free, pour faire passer la data. Et puis, il ne faut pas oublier Orange tout de même, qui malgré sa position de leader, d'opérateur historique, va aussi récupérer des clients mobiles pour rentabiliser toujours plus possible son réseau mobile. Ces trois acteurs, tous vont se renforcer dans cette opération qui vise 13 ans après l'arrivée de Free Mobile à revenir à un marché à 3 opérateurs télécoms en France. Oui, 3 opérateurs, on était tout jeunes quand il n'y avait que 3 opérateurs. Mais on a connu ça. Même quand il n'y en avait qu'un d'ailleurs à l'époque. Julien, aujourd'hui directeur de l'innovation chez EDF, tu as eu un parcours tu es passé par la direction, par les télécoms, par les télécoms, à la direction de la communication chez SFR à l'époque. Comment tu vois tout ça vers où on va. Alors, cette offre que vient de nous décrire Mathieu Pechperti a déjà été refusée par Patrick Drahi. Lui, il en veut 28 milliards. Là, si on évalue l'ensemble du groupe, c'est 21 milliards. Pourquoi l'offre est à 17 milliards? C'est parce que, ce que vient de dire Mathieu, l'offre ne tient que sur 80% du groupe, c'est-à-dire XP Fibre. Il y a plein d'entités dont
ces 3 opérateurs ne veulent pas. En tout cas, voilà, la partie de poker est lancée. Voilà, c'est exactement le bon terme. Il faut juste rappeler que quand on est dans ce genre de négociation business, moi j'ai connu la vente de SFR par Vivendi à Patrick Drahi, donc on était dans le même, à peu près le même schéma. C'était Bouygues à l'époque qui voulait racheter SFR. On est dans le théâtre. Là, on est rentré dans la pièce de théâtre. Parce qu'il y a de l'ego, il y a alors, un peu de tout. C'est toujours des pièces de boulevard. Il y a les portes qui claquent et je rentre par là et je sors par-ci. Un jour ça va pas, un jour ça va. Je refuse. Bon, évidemment, tout ça c'est du théâtre et c'est normal. C'est toujours la vie des affaires quand il y a ce genre de grandes opérations. Quand même sur le fond, ce que ça pose comme difficulté ou comme question, d'abord la valorisation. Comme tu l'as dit, évidemment, il faut mettre un prix sur l'actif. Alors il y a le prix tel qu'on peut l'imaginer, la réalité de ce que les gens payent chaque mois, ce qui se retrouve dans les comptes, la rentabilité, etc. Et puis il y a aussi la prime, ce qu'on appelle, et une prime, elle peut être reposée sur plein de choses. Par exemple, la prime à avoir moins de concurrence sur le marché. Parce qu'évidemment, ça permet de faire monter les prix. Et on sait que le marché français est d'une agressivité absolument colossale. Enfin, je vous rappelle, c'est pas un marché extensible. Et c'est un marché, effectivement, qui est fini. Aujourd'hui, on peut très facilement s'abonner à des offres qui représentent du quasi illimité pour le client à 9 €, 6 €, 7 €. Bon, c'est vraiment très, très faible. Donc, il y a évidemment combien ça coûte d'enlever de la concurrence sur le marché. Ça, c'est déjà une première question. Combien ça coûte aussi de récupérer des clients dans un marché fini? Parce qu'effectivement, on est à un tôt de pénétration de 110, 120% des cartes SIM. Je n'ai pas regardé les chiffres récents, mais enfin, en tout cas, on était à ça il y a quelques années. Oui. Donc, globalement, ça veut dire que tout le monde a un mobile, évidemment. Tout le monde en a pas. Plein de gens en ont même plusieurs. Donc, finalement, combien ça vaut de gagner des clients ou de récupérer des clients là où, de toute façon, je n'aurais pas pu les gagner. Combien ça coûte aussi de rentrer sur un marché. On disait que certains étaient plus intéressés par la clientèle entreprise, par exemple, Bouygues Télécom en l'occurrence, pour les citer. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ils sont moins bons que les autres, ils ont beaucoup moins de clients entreprises. La clientèle entreprise est plus rentable. Donc bref, il y a énormément de facteurs qui vont déterminer le prix. Donc se dire ça vaut ci ou ça vaut ça, en fait, ça va valoir ce que, évidemment, les 3 opérateurs sont prêts à payer, mais aussi ce que Patrick Drahi va être capable de lâcher, parce qu'évidemment, il n'obtiendra pas le maximum de ce qu'il veut, et les autres ne resteront pas leurs 17 milliards. Et puis rappelons qu'il y a Patrick Drahi, mais dans l'équation, il y a aussi des créanciers qui, eux, l'offre de 17 milliards, ça, c'est un peu dans leur clou. Eux, ils trouvent ça sympathique parce que déjà, ça fait une prime de plusieurs milliards par rapport à ce qu'il y a dans leur compte. Ils n'ont pas d'impairment à faire, comme on dit en finance. Mais enfin, néanmoins, si c'est plus, ils ne seront pas contre. Et les synergies, on parle de synergies, je crois que dans vous pouvez lire l'article d'ailleurs de Mathieu Pechperti sur le site de BFM Business. On parle de synergies 3, 5, 6 milliards. Les synergies, elles sont évidentes dans les télécoms. Pourquoi ? Parce que c'est un marché de coût fixe. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a payé globalement les antennes, les installations, les data centers, tout le reste, c'est du coût variable. C'est-à-dire que si je gagne 100 000 clients, ça me coûte quasiment rien de servir les 100 000 clients. Donc, je vais amortir ma base de coûts sur beaucoup plus de clients. Donc, c'est un marché où, très clairement, les synergies sont assez évidentes. Thomas ? Alors moi aussi j'ai un passé dans les télécoms que je cache parce que c'est pas une maladie honteuse, mais je trouve que j'ai participé à la création du régulateur des télécoms. Alors, en fait, le tout c'est qu'on est en train de jouer, on est dans une pièce de théâtre, mais là on est acte 1, scène 1. Oui. C'est-à-dire que quelque part, va y avoir une offre et les acteurs privés... On n'a pas encore découvert l'amant dans le placard. Il va y avoir une offre, exactement. Il va y avoir une offre sur laquelle les acteurs privés vont se mettre d'accord. Si je peux me permettre, d'ailleurs, à ce stade, elle est non engageante, l'offre qui a été déposée par les opérateurs. Non engageante, c'est là. Et non engageante, ça veut dire qu'elle n'est pas contractuelle. C'est-à-dire que Patrick Drahi pouvait même pas dire je la prends et vous êtes obligé de me payer. Non, en fait, elle est ce qu'on appelle non engageante. Ça, on est vraiment au tout début donc de l'acte 1, scène 1. Deuxième chose à se rappeler, Patrick Drahi a 2 ans, sinon il perd sa boîte. Donc quelque part... avec 50 milliards de dettes. C'est-à-dire qu'en fait, les créanciers lui ont donné 2 ans pour vendre SFR. Si dans 2 ans il n'a pas vendu SFR, les créanciers possèdent la totalité de SFR. Donc il ne peut pas gagner du temps comme ça. En tout cas, tout le monde sait ça. Même les gens qui jouent à acte 1, scène 1, ils ont intérêt à ce qu'il y ait 3 ou 4 actes parce qu'il va être un peu moins chiant dans quelques mois. En tout cas, lui, il n'aura plus rien à la fin si jamais il ne la converge pas. Donc, lui, il a vendu à ses créanciers. Laissez-moi diriger mon groupe, je vais vous trouver le meilleur prix. Mais il faut bien savoir qu'il joue avec... la pièce a une durée finie. Donc, les actes qu'il va y avoir après, et c'est les plus importants parce que on peut se retrouver, un peu comme on a vu dans la dissolution, dans un cadre où on va avoir un accord entre acteurs privés qui ne convient pas aux 3 autres personnes qui vont regarder. Qu'est-ce qu'il va regarder pour que ce deal arrive ? D'abord, l'ARCEP, qui est l'organisme de régulation des télécoms. Lui, il est plutôt d'accord à une seule condition, qu'il n'y ait pas de dégradation de la qualité de service pour les utilisateurs. Et puis de hausse brutale, j'imagine. Non, ça, c'est pas la première des choses qu'ils vont regarder. Ils vont regarder, est-ce que...
parce qu'en fait, en France, on a on est un des pays où les télécoms coûtent le moins cher, la concurrence a fait son œuvre, mais donc quelque part, lui, il va dire, est-ce que, dans ses missions, il va regarder les prix, mais il va surtout regarder la qualité de service, le rapport qualité-prix. Donc, dans une économie de coût fixe, il faut faire attention que ça ne soit pas sur le dos des clients. Ça, c'est le régulateur qui va le voir. Ouais, et donc, si le deal financier est un peu trop Patrick Drahi-esque, c'est-à-dire il y en a qui prend tout l'argent et puis les consommateurs, ils ne retrouvent rien, ça va être retoqué par l'ARCEP. Deuxième régulateur qui va regarder, et là, ça dépend de comment le jeu va se passer, ça va être l'acteur de la concurrence. L'autorité de la concurrence. L'autorité de la concurrence, Monsieur Queré. Et à la fois à Paris et à Bruxelles. Hein. J'y viens. Donc, le français. Alors, la question, c'est qui s'en occupe ? Et là, il y a un conflit de compétences. Tout dépend quel est l'acteur qui va être le leader. Pourquoi c'est Bouygues qui commence ? Parce qu'en fait, si c'est Bouygues, c'est un acteur français, c'est le français qui va regarder. Si c'est un autre qui prend le lead, ça va être une compétence européenne. Si c'est Free qui est un acteur européen, si c'est Orange qui est un acteur européen. Et donc, quelque part, dans ce jeu, pourquoi c'est Bouygues qui prend la part du lion ? Parce que c'est le seul qui peut le faire dans une régulation franco-française. Ça, c'est très important parce que ça fait quand même qu'on sait qui est l'acteur principal de la pièce. Ouais. Ça ne peut pas être Free, sinon c'est un scrutin européen. Et le problème, c'est qu'en Europe, on n'a pas encore totalement convergé sur le fait qu'il était OK que le nombre d'opérateurs. On a 27-28 opérateurs. Hein, voilà, mais il y a une tendance à Bruxelles maintenant de se dire il faut des acteurs industriels européens, mais on a encore une sorte de lutte aujourd'hui au niveau philosophique entre la culture anglo-saxonne qui est la concurrence, et ça c'est bien, et puis la culture industrielle souveraineté qui est de dire il faut des gros qui concentrent. Et donc il faudrait, en tout cas le gouvernement français, les Français et les créanciers français ont intérêt à ce que ce soit une solution franco-française pour que l'Europe n'y aille pas mettre son nez. Puis après, dans le troisième élément, oui. Ça c'est l'élément exogène, c'est que aucun homme politique, parce que quelque part il y a Orange, etc., ne peut accepter qu'une opération se fasse dans un cadre inflationniste. C'est-à-dire que quelque part, il va falloir éviter que les prix montent, donc la concurrence va le regarder, mais aussi les politiques ne seront pas d'accord. Il ne faut pas oublier qu'Orange est détenu à encore 20%, en tout cas contrôlé par l'État, et que si jamais ça converge vers un système où tout le monde se met d'accord pour faire des profits, des trucs à 40 € pièce, oui. Il y a la concurrence, mais il y a aussi les hommes politiques qui vont mettre leur nez à la fin de la tambouille. Donc, on a au moins 4 actes. Oui. Et puis on a un petit prologue quand même, je trouve qu'il faut le rappeler, c'est qu'on a quand même 3 acteurs qui sont arrivés sur un terrain d'entente. Hein. On n'avait jamais vu ça non plus. Et ça, c'est très rapidement, pardon, juste pour dire, oui, effectivement, c'est le choc, ça. Donc tout le monde, évidemment, parle que de cette offre-là, parce que c'est le choc. Il peut y avoir d'autres offres. Hein. Ouais. Il y a d'ailleurs des pays émiratis qui envisagent de faire des offres sur SFR. Il y a des fonds d'investissement qui pourraient revenir. Donc il ne faut pas imaginer que ça ne soit que cette offre commune qui soit sur la table pour Patrick Drahi. Alors justement, Bruno, comment tu regardes ça avec mon carnet numérique où tu en parles, bien entendu? Oui, ben, c'est justement ce que ça fait dans le fond, cette offre-là, c'est que ça ouvre les négociations. Et moi, ce qui va m'intéresser de voir, c'est qui va venir présenter d'autres choses. Est-ce qu'il va y avoir des télécoms européennes? Est-ce qu'il va y avoir des gens de l'étranger du continent? J'ai l'impression que oui, parce qu'il y a une belle propriété. C'est une occasion pour certains d'essayer de mettre le pied sur le continent européen ou de raffermir leur présence parce qu'ils sont présents dans d'autres aspects du numérique en France et en Europe. On est vraiment puis la comparaison avec la pièce de théâtre était tout à fait bonne. On est vraiment au premier acte. Les comédiens sont arrivés sur la scène et là, ça va jouer. Alors, c'est pas vraiment une surprise de voir qu'il y a un refus à cette première présentation parce que dans le fond, tout va jouer par la suite. Thomas. Alors, d'abord, il faut savoir que c'est pas nouveau. Ils se sont déjà mis d'accord sur un projet qui s'appelait Jardiland il y a 3 ans, qui n'est pas abouti. Donc quelque part, ils ont déjà discuté plusieurs fois de mettre. Derrière, il y a un enjeu industriel en fait. Et ce qui change un petit peu quand même en termes de personnalité, c'est qu'Olivier Roussat. Aujourd'hui, c'est Olivier Roussat qui dirige Bouygues. À l'époque, on avait Martin Bouygues. Voilà, il y avait des liens un peu. C'était la famille Olivier Roussat restait le PDG de Martin Bouygues. C'était un sujet capitalistique. C'était aussi mais dans la personnalité, tu vois. Non, mais la difficulté pour Bouygues à l'époque, c'était qu'il venait de faire l'opération Equance. Et quelque part, comme c'est un business familial bien géré, il fallait avoir les cash flows pour pouvoir avaler un bébé à 12 milliards. Mais enfin, je ne sais pas si on veut rentrer dans le débat. Le débat quand même qui va être de savoir... Ce que je voudrais qu'on utilise aussi. On sait en général qu'à 4 opérateurs, le premier prend 60% de la plus-value, le deuxième, enfin de la plus-value, de la marge générée par le truc, et que le quatrième n'est pas viable sauf régulation.
On l'a un peu démontré dans beaucoup de pays, ce qui fait que là, on est dans un truc où est-ce qu'on veut créer une industrie des télécoms et donc permettre à des acteurs industriels des télécoms de servir de pôle de consolidation, ou est-ce qu'on veut jouer le consommateur avant tout, maintenir des acteurs relativement petits, et ça, on passe notre vie c'est vraiment toutes les contradictions de l'Europe aujourd'hui en ce moment. Oui, et Julien, lorsqu'on voit ce qui est fait dans l'IA, on se dit là, il y a un moment où il va falloir qu'on joue l'industrie. Alors, il ne faut pas au détriment du consommateur, mais là, quand on voit les milliards engagés dans tout un tas de domaines, l'IA, le cloud, etc. Mais c'est la question qui est vraie, d'ailleurs, tout un tas de secteurs, pas que le secteur de la techno et de l'énergie, des télécoms. Mais, pardon, je sais pas, cet exemple-là, tout le monde le connaît, donc désolé si je le répète, mais aux États-Unis, le grand pays de la concurrence, ils ont toujours favorisé 3 ou puis 4 opérateurs et ils ont bloqué le marché pour tous les entrants sur la téléphonie et sur les télécoms. Les prix aujourd'hui sont autour de 60-80 $ pour un forfait qui vaut 10 $ en France, 15 $ en France. Donc il y a des pays qui ont su protéger leurs industries. L'Europe ne l'a pas fait. Et c'est vrai sur plein d'autres aspects. Voilà, bien rendez-vous dans les jours qui viennent pour l'acte 1, scène 2, parce qu'on l'a compris, on est parti pour de longs feuilletons. On pense que tout ça, on aboutira au printemps, été 2026. On va voir tout ça. Puis le découpage, après il y a le découpage technologique aussi. Enfin, par exemple, voilà, ça n'est pas aussi simple. Autre sujet, je voulais vous entendre, les amis, sur ce sujet-là. Je vais démarrer avec Bruno, Guglielminetti au Canada. La bataille des outils de génération vidéo. Évidemment, on avait vu la première version de Sora. La Sora 2 est arrivée. Impressionnant, on n'arrête pas d'en parler. Alors, malheureusement, on ne peut pas beaucoup le tester en Europe. Il faut un abonnement, c'est un peu compliqué. Il y a VO 3.1 qui vient de sortir. Il y a Microsoft aussi qui a son outil MAI Image One. Il y en a certainement, ils nous pardonneront, des Français. Il y a des petites boîtes qui sont en train de monter tout ça. Qu'est-ce qui se passe pour toi, Bruno? Est-ce que on est puis qu'est-ce que sont ces outils? Est-ce que c'est de l'assistance créative? Est-ce que ce sont des moteurs de production autonomes? Comment il faut les voir? C'est intéressant de faire la différence comme ça. Pour le moment, il y a vraiment un positionnement par rapport à être un assistant à la création ou à la modification. Et je pense qu'il n'y a pas une semaine qui se passe aujourd'hui sans qu'il y ait un nouvel outil de ce genre-là qui arrive. Sauf qu'évidemment, ce qui marque le paysage, c'est quand des gros joueurs arrivent avec leur version et les intègrent au sein de leur écosystème. Tu le mentionnais, il y a VO3 qui est sorti il y a quelques mois. Là, cette semaine, on va y arriver VO 3.1 qui arrive avec des outils qui permettent d'aller plus loin. Simplement, VO3 permettait de faire à la fois des images qui avaient du son, formidable, mais là, ce qu'on arrive, c'est carrément de prendre la voix de quelqu'un. D'ailleurs, ça a été intégré au service Agen, qui est un des joueurs dominants dans le domaine de la création vidéo avec l'IA. Et donc, ça permet de prendre le visage de quelqu'un à partir d'une photo, d'en créer une vidéo et de prendre sa voix et de l'intégrer dans la vidéo. Et par la suite, de faire des suites, alors des épisodes d'une même scène, ce qui était encore un peu difficile avec d'autres outils. Et puis aussi, c'est la possibilité de faire des vidéos qui sont plus longues. Parce que jusqu'à maintenant, on était limité, dépendamment des outils, de 6 à 9 secondes. Et là, on vient de dépasser la minute. Alors là, on commence à penser à des outils qui peuvent être intéressants et qui pourraient probablement commencer à embêter les gens qui font dans le court-métrage parce qu'on va arriver avec des offres totalement virtuelles, faciles à piloter et pour peu de frais. Et ça, Google vient de décider de l'intégrer un peu partout dans son écosystème. Puis parallèlement, ce qu'on a vu arriver, c'était hier, si je ne me trompe pas, du côté de Microsoft. Oui. Eux arrivent un peu en retard, mais arrivent quand même avec un outil qui vaut la peine d'être regardé. C'est leur outil de génération Image 1 qui permet, lui, de faire vraiment dans le photoréalisme. Et c'est vraiment impressionnant. Et là, on est vraiment dans la virtualité la plus complète et dans un contexte où, au niveau de l'information, ça commence à être difficile et qu'il y a énormément de gens qui commencent à craindre la désinformation dans leur quotidien. Avec des outils comme ça, évidemment, on peut penser au pire des scénarios parce qu'on peut créer tout ce qu'on veut, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Mais ces outils-là
commencent à prendre leur place. Oui. Vous avez un outil comme ça de modification qui vient d'arriver maintenant. J'utilisais Paint sur Windows la semaine dernière et j'ai découvert que maintenant, je pouvais faire de la modification, un peu comme on peut le faire avec nos téléphones, comme on peut le faire avec des outils professionnels. Ben maintenant, avec le petit logiciel Paint qui était la base du montage photo d'image dans Windows, ben maintenant, on peut utiliser des outils d'IA pour modifier des photos. C'est vous dire comment on est vraiment en train de rentrer ça dans le creux des systèmes d'opération. Et pendant ce temps-là, pour faire un clin d'œil à ce dont on parlait dans la dernière demi-heure, Apple n'est pas là. Apple est absent de l'écosystème. Voilà, on va boucler tout ça. Mais c'est vrai que c'est hyper intéressant parce que, alors on le voit sous l'angle un peu humoristique, un guépard qui fait la course avec un coureur de 100 mètres. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses. Moi, il y en a même une, j'ai cru qu'elle était vraie, c'est quelqu'un qui est aux toilettes dans un chalet. Tout d'un coup, il y a un cerf qui passe, il y a un ours qui arrive derrière. Et puis bon, on voit que tout ça, quand on regarde bien, on voit que tout ça est monté. Mais donc, il y a ces enjeux de créativité, il y a ces enjeux d'éthique, enfin voilà, tout ce qui concerne le droit, la transparence, les enjeux culturels, sociétaux, des enjeux technologiques, parce que tout ça, ça brûle aussi beaucoup d'énergie. La convergence des modèles aussi, est-ce que c'est pour la pub, le cinéma Julien, on a énormément de questions sur tout ça. Il y a absolument tout ça, donc tu as tout dit, j'ai rien à rajouter là-dessus. Je vais rajouter juste un point, parce que pour moi, c'est peut-être l'enjeu majeur, en tout cas moi c'est celui qui me frappe le plus ces derniers jours, c'est aussi la capacité totalement transformative en termes de business. C'est-à-dire que si on prend, c'est peut-être l'effet Fujisimo d'ailleurs qui est arrivé chez OpenAI, qui est spécialiste du produit, pour le dire autrement, et OpenAI ils sont quand même très forts pour réussir à faire des produits. Ils prennent une techno et ils en font un produit. Fujisimo qui a pris la tête de toute la division commerciale, on va dire business de Parce que Sora 2, en fait, c'est un produit incroyable, c'est un réseau social entertainment, comme ils l'appellent, social entertainment en anglais, je ne sais pas comment on le dirait en français, mais enfin d'amusement social. En gros, c'est probablement le produit qui est en train, alors je ne dis pas que ça va être totalement ça à l'arrivée, mais qui est en train de détrôner en termes d'usage en ce moment TikTok et les Reels d'Instagram aux États-Unis. Oui. Il est numéro 1 en téléchargement sur l'App Store. Il y a eu plus de succès que ChatGPT. C'est absolument incroyable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aux États-Unis, les jeunes ont quitté TikTok au quotidien et font des vidéos avec Sora, mettent leurs amis, regardent les vidéos de leurs amis, Donald etc. Trump et Xi Jinping sur TikTok. Qui aurait pu imaginer il y a encore 2 semaines qu'il y aurait un produit qui soit plus utilisé qu'aux États-Unis que TikTok. Alors je dis pas que ça va durer, on ne sait pas, tout ça, et on verra bien. Mais il y a quand même une force derrière ces outils d'IA aussi, c'est quand on en fait des produits, ça peut complètement transformer le marché. Je pense que je vais rebondir exactement sur ça. En fait, ce qui est en train de se passer, c'est il y a la technologie, il y a les produits. Et les boîtes qui réussissent, c'est les boîtes qui vendent des produits. Les boîtes qui échouent, c'est les boîtes qui font des technologies. On n'a jamais acheté de technologie, on achète des produits, on utilise des produits. Et donc, il est clair que OpenAI a appris, alors qu'ils ont quand même un modèle économique qui ne passe pas. Donc, il ne faut pas oublier que tout ce qu'on est en train de voir, c'est quand même de la subvention par l'épargnant américain de joujoux qui font marcher des cerfs à côté des coureurs. On rappelle tout ça, enfin, pour nous, on ne peut pas encore utiliser. Non, mais même quand bien même ce serait payant, c'est impossible de le rentabiliser. Donc, quelque part, aujourd'hui, on est en train de vivre, comme dans toutes les belles transformations, une subvention majeure par l'actionnaire américain, ou en tout cas les fonds de pension saoudiens, d'un joujou technologique en pleine transition. Donc, on a le point de départ, on peut générer des films, on n'a pas du tout le point d'arrivée. Il est clair que OpenAI s'en tire extrêmement bien parce qu'il a fait un nouveau ChatGPT, au sens où il a créé un nouveau produit. Et en fait, derrière 3 technologies, on ne se souvient pas, mais il y avait YouTube et puis il y avait Dailymotion. Qui se souvient encore ? Enfin, nous, on est des vieux, mais tout d'un coup, si vous avez la marque qui est associée à la technologie, qui s'identifie dans la tête des consommateurs pour driver une audience, c'est là que vous avez un business. Et donc, en fait, ce qu'est en train de faire OpenAI, c'est qu'il est dans sa lutte pour sa survie. Et ça passera par des produits de la monétisation. On en a parlé un petit peu avant. Ah oui. Et donc, je pense qu'il faut voir derrière ces apports technologiques cette lutte à mort qui va se terminer quand il n'y aura plus d'argent, c'est-à-dire dans 6-12 mois. Non, mais c'est pour voir quand la mer se retire, qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a un maillot dedans. Qu'est-ce qu'il y a un maillot dedans. Et donc, c'est une question de vie ou de mort pour OpenAI. C'est une question de relevance pour Google. C'est un nice to have pour Microsoft. Et c'est pas encore pour Apple un enjeu. Bruno, je levais le doigt. Je veux juste mentionner que la compétition est quand même féroce, parce que on n'a pas, dans le cas de Sora 2, moi je l'utilise, et c'est disponible aussi au Canada, mais parallèlement, là, il y a une semaine auparavant, Meta avait sorti Vibes. On n'en parle plus. Et ça fait exactement la même chose, mais on n'en parle pas.
Donc il y a vraiment ces changements et puis derrière on va voir tout ce qui va être engagé autour de vidéo en temps réel, interaction avec l'utilisateur. C'est subventionné. Je crois que les gens se rendent pas compte à quel point ça doit une vidéo ça doit coûter peut-être 3 000 €. J'ai pas fait le calcul, mais il faudrait le faire. Entre le montant d'investissement, c'est totalement subventionné. On se marre, mais c'est subventionné. Bruno, je te cède la parole. Il te reste 1 minute pour juste nous parler c'est Pixel avec 2 X, Pixxle, qui lance Pixel Places pour miser sur l'expérience locale. Exactement, et je voulais juste saluer l'initiative à en parler parce que dans le contexte où on parle beaucoup de souveraineté numérique, on cherche un peu des exemples et il y a les gens de Pixel qui ont décidé de monter un écosystème qui c'est en France et à la limite ça va desservir l'Europe, mais l'idée là-dedans avec Pixel Place, c'est de permettre un peu de faire ce que Google Maps et Google Local font, c'est-à-dire de permettre autant aux communautés, aux organisations et évidemment aux utilisateurs, d'avoir de l'information sur leur localité. Alors, plutôt que d'aller chercher ça ou de diffuser ça sur Google Maps ou Google Local, eux offrent une interface qui est beaucoup plus simple et qui fonctionne sur Apple et sur Android et qui permet donc à des communes, à des plus grandes villes d'offrir de l'information. Même chose pour les commerçants, ils peuvent être présents et tout l'entourage, tout l'écosystème de ça est natif de l'entreprise. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a aucune data qui est prise de la part des utilisateurs, tout reste en local. C'est vraiment un beau cas d'espèce et je trouve que dans un contexte où on cherche des alternatives qui sont locales, vous avez en France Pixel Place et je pense que ça vaudrait la peine de regarder ça. Eh bien, on va suivre ça. Merci de nous en avoir parlé. Donc, on en parle dans mon carnet numérique. Merci Bruno Guglielminetti, journaliste animateur de mon carnet de l'actualité numérique depuis le Canada. On te retrouvera bientôt. Je crois que vous voyez avec François, parce que François Sorel part avec Léa Benaïm à voir notamment Amazon. Il faire un tour en Silicon Valley dans quelques jours. Ils te rencontreront là-bas et on donnera l'occasion de te retrouver ici sur ce plateau. Merci Thomas Serval, PDG de Barracuda, et Julien Villeray, directeur de l'innovation d'EDF. C'était passionnant. Je pense que si vous avez manqué le début, faites-vous un replay. Réécoutez. On se retrouve aussi sur YouTube. Nous, on se retrouve dans un instant. L'ActuTech avec Léa Benaïm, et puis on va parler d'une carte à puce pour à chiffrage quantique. On va en parler. Et puis l'IA dans l'oncologie, l'IA dans la mode, ce sera aussi nos 2 startups du soir. C'est tout de suite sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, Tech Flash. Le Tech Flash, tout ce qu'il faut retenir de l'actualité tech avec Léa Benaïm. Bonsoir Léa. Bonsoir Fred et bonsoir à tous. À la une, TSMC pulvérise tous les records. Le géant des semi-conducteurs annonce des profits historiques au 3e trimestre avec un bénéfice en hausse de près de 40%, bien supérieur aux estimations. Le groupe taïwanais qui compte parmi ses clients Apple ou encore Nvidia profite à plein régime de la vague de l'IA et de la demande de puces pour alimenter ses serveurs. Et puis Apple vient de perdre son tout nouveau patron de l'IA, nommé il y a quelques semaines. Key Yang a cédé aux sirènes de Mark Zuckerberg et va donc rejoindre Meta. Il dirigeait le département chargé de transformer Siri en véritable assistant intelligent, un poste qu'il avait hérité de Robbie Walker, qui lui aussi a quitté récemment Apple pour divergence stratégique autour de l'IA. Et c'est vrai, il y a un Français, Benoît Dupin, qui va reprendre ce poste. Et puis Samsung nous donne rendez-vous le 21 octobre pour découvrir son concurrent du Vision Pro. Et oui, un événement qui sera bien sûr à suivre ici même dans Tech & Co. Il s'agit du premier casque de réalité mixte du constructeur coréen. La date de présentation est désormais officielle, même si ce casque n'a presque plus de secret pour nous, hormis son prix. Co-développé avec Google et Qualcomm, il devrait être lancé sous le nom de Galaxy XR. Également, dans l'actualité, Microsoft envisage de délocaliser la production de ses surfaces et de ses serveurs hors de Chine, et ce dès l'année prochaine. L'opération concernerait l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, composants, pièces et assemblage de ces tablettes et ordinateurs portables. Une décision qui intervient quelques jours seulement après la riposte de Donald Trump, qui a annoncé une augmentation de 100% des droits de douane sur la Chine. Et enfin, Steve Jobs va avoir le droit à sa pièce $1. L'organisme chargé de la monnaie américaine a dévoilé son design en hommage au PDG d'Apple décédé
en 2011. On y voit Steve Jobs dans son célèbre col roulé noir assis face à un paysage typiquement californien. Cette pièce sortira l'année prochaine et rejoindra une collection hommage aux esprits visionnaires qui ont marqué l'histoire technologique des États-Unis. Et pour finir, je vous donne rendez-vous demain à 21h sur BFM Business pour De quoi je me mail, votre rendez-vous tech du week-end avec François Sorel. Et cette semaine au programme, les rumeurs sur Microsoft qui abandonnerait le jeu vidéo. Alors info ou intox, vous aurez la réponse dans De quoi je me mail et on écoute tout de suite un extrait. Il y a eu un gros bad buzz ce week-end aux États-Unis avec la Xbox parce que en fait, il y a eu énormément de photos, de vidéos sur les réseaux sociaux où on voyait les grandes surfaces américaines, les Walmart, tous ces les distributeurs, les grands distributeurs qui en fait démontaient les linéaires Xbox. Donc il y a des photos comme ça et ça tombait. Ils faisaient le ménage. Il y avait peut-être un peu de poussière. Il y avait un peu de poussière. Un peu de poussière, ou sinon, je sais pas. Mais en tout cas, bref, il y a eu ces photos-là. Ça tombait la semaine où ils ont annoncé l'augmentation du Game Pass, qui est leur fameux forfait qui permet d'accéder à tous les jeux à un prix, à un abonnement, avec un abonnement mensuel, une sorte de Netflix du jeu vidéo, qui est très très bien. Mais ils ont carrément doublé le tarif du forfait le plus élevé. Voilà, De quoi je me mail à retrouver bien entendu en replay, en podcast sur la plateforme de bfmbusiness.fr. Allez, on va parler de quantique tout de suite avec notre invité. Tech & Co, la quotidienne, l'invité. Alors c'était l'un des sujets phares des assises de la sécurité à Monaco il y a quelques jours et justement Vincent Strubel, le patron de l'ANSSI, en a fait même l'un des thèmes de son discours. Il faut que tout le monde se prépare à une sécurité post-quantique. À partir de 2027, l'ANSSI n'acceptera plus de qualifier des produits de sécurité qui n'intègrent pas une cryptographie résistante à l'informatique quantique. En 2030, elle imposera même de ne plus acquérir de solutions qui n'implémentent pas à long terme cette résistance quantique. Eh bien, Cocorico, on a un Français, un Européen, un leader mondial dans le domaine. C'est Thales. Nous en parlons avec Nathalie Gosset. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-présidente des solutions d'identité et de biométrie chez Thales. Et justement, Thales travaille sur une carte à puce censée nous préserver des menaces quantiques. Alors, déjà, expliquez-nous pourquoi il faut, on le répète souvent ici, mais pourquoi il faut d'ores et déjà s'intéresser à tout ce qui touche au quantique, alors que parfois on se dit, bon, on en a pour quelques années. Non, on y est, c'est même pas demain, c'est déjà aujourd'hui qu'on doit en parler. Oui, alors d'abord, merci de me recevoir. Effectivement, sujet critique dès aujourd'hui, anticipé dès maintenant pour prévenir les risques de demain. On sait tous que les ordinateurs quantiques peuvent arriver effectivement bientôt. Il y a déjà des premiers prototypes qui existent. Alors, ce n'est pas pour tout de suite, mais néanmoins, il est important de se préparer tout de suite. Un des risques étant qu'effectivement, les pirates peuvent d'ores et déjà stocker des données pour les conserver et les déchiffreront dans quelques années. Les pirater plus tard, tout à fait. Et donc, cette carte à puce, alors, en quoi elle consiste? Et de ce que je comprends, c'est plus tard, pourquoi on s'y intéresse? Parce que plus tard, notre carte d'identité, notre permis de conduire, tout ça, disposeront de cette technologie. Mais déjà, expliquez-nous un peu en quoi elle consiste, cette carte à puce. Alors, effectivement, donc on a lancé cette carte à puce équipée d'un logiciel qui résiste dès maintenant aux attaques quantiques, aux attaques d'un ordinateur quantique. C'est une carte à puce qui est un document d'identité. Donc, ça peut être effectivement une carte d'identité, un permis de conduire, au format une carte électronique. Alors, qu'est-ce que c'est une carte d'identité? Alors, c'est avant toute chose un document physique, comme on le voit, avec des données, des éléments graphiques pour protéger ces données, mais c'est aussi une puce électronique dans laquelle sont stockées nos données personnelles, nos données biométriques en particulier. Et donc, il est critique de les protéger afin de les sauvegarder. Voilà. Surtout qu'aujourd'hui, on sait qu'avec l'IA, on pourra refaire des visages, il y aura pas mal de choses autour de tout ça. J'ai une question, parce qu'on voit que l'innovation technologique va tellement vite. Comment sait-on que d'ores et déjà,
cette technologie-là, elle pourra nous contrecarrer des technologies qui vont arriver plus tard. Enfin, elle va évoluer évidemment, mais voilà, comment on réussit à se projeter comme ça chez Thales? Alors, encore une fois, donc ces puces contiennent aujourd'hui des données qui sont chiffrées avec des algorithmes, aujourd'hui algorithmes classiques, qui permettent aux données de rester sécurisées pendant 10-15 ans sur le terrain. Un ordinateur quantique va pouvoir attaquer ces données et potentiellement craquer ces algorithmes en quelques minutes. D'accord. Donc aujourd'hui, ce que nos équipes ont fait, et c'est un vrai challenge technologique, c'est qu'elles ont implémenté des algorithmes dits post-quantiques de manière à pouvoir résister à cette menace quantique. Et ces algorithmes, ce logiciel qui a été développé dans un produit qui a été aujourd'hui certifié par l'ANSI, la certification de l'ANSI en tant qu'autorité référente nous permet effectivement d'avoir confiance sur le fait qu'on résiste bien à ces attaques d'un ordinateur quantique. Une carte qui s'appelle la Multi-App 5.2 Premium PQC. Oui, voilà, c'est pas évident. Quand les ingénieurs choisissent les noms, voilà, toujours un peu, on s'y perd un peu, mais enfin, l'essentiel, c'est de savoir à quoi elle va servir. Est-ce que là, on est dans une innovation qui est avant tout préventive, ou qu'il faut déjà commencer à intégrer, là on le voit pour la carte d'identité, mais dans les banques, dans certains services de défense, dans l'administration? Alors comme je vous disais, nous on a anticipé effectivement ces développements, ça fait 5-6 ans qu'on a commencé à lancer ces développements. On est effectivement dans la prévention d'une menace future, mais néanmoins ce qu'on dit aujourd'hui, c'est qu'il faut commencer justement à développer ces solutions, ces logiciels pour être prêt à cette menace et pouvoir les déployer sur le terrain. La carte qu'on a développée, elle peut être déployée dès maintenant. D'accord. Donc nous, on a effectivement commencé par la partie document d'identité, carte d'identité, permis de conduire, carte santé. Mais bien sûr, ce sont des technologies, des algorithmes, des logiciels qu'on continue à travailler pour pouvoir implémenter ça aussi sur d'autres types de cartes à puce, comme les cartes bancaires, comme les cartes SIM, par exemple. Et est-ce qu'on arrivera à une production? Voilà, on sait qu'aujourd'hui, on peut tous être dotés d'une carte déjà qui a un certain niveau de protection, de carte d'identité ou les nouveaux permis de conduire, parce que sur la masse, on a réussi à réduire le coût de la technologie. Aujourd'hui, on va y arriver aussi avec ce type de technologie, à réduire ce coût de la technologie pour justement pouvoir tous en disposer. Encore une fois, donc le bienfait et le gros challenge technologique que nos équipes ont relevé, c'est de s'assurer que ces nouveaux logiciels sont implémentés sur des composants qui existent déjà aujourd'hui, en fait. D'accord. Et donc avec un facteur de forme sur la carte d'identité qui reste le même, avec des équipements pour utiliser ces documents qui restent également les mêmes, qui restent les mêmes, et donc à ce titre-là, qui peuvent être utilisés par les citoyens de la même façon qu'aujourd'hui. On parle beaucoup de souveraineté aujourd'hui. J'imagine que là aussi, Thales, je dis, c'est un acteur français, mais qui évidemment agit au niveau européen, au niveau mondial. Mais là, c'est important aussi d'avoir une technologie souveraine, on va dire, souveraine française, souveraine / Europe. Absolument. Et on est très fiers, effectivement, d'avoir reçu cette certification de l'ANSI, qui est l'autorité, effectivement, référente l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Qui délivre ces certifications aussi au titre de l'Europe. C'est une certification européenne qu'on a reçue et qui est reconnue à ce titre dans le monde entier. Donc, effectivement, la souveraineté nationale, c'est un sujet qui est d'actualité, forcément, au vu du contexte géopolitique. Nos clients qui sont des gouvernements prennent ça très, très à cœur et nous demandent effectivement d'évoluer dans les solutions qu'on peut leur proposer pour tenir compte de ces enjeux de souveraineté nationale, ce que nous faisons bien évidemment. Les prochains défis technologiques par rapport à cette technologie de protection du chiffrement post-quantique? Alors c'est encore une fois, dans la cybersécurité dans son ensemble, c'est une évolution permanente. Dans la cyber, le sujet, c'est pas tellement si le risque va arriver, c'est quand il va arriver. C'est pas si, c'est quand. Et donc l'évolution et donc les développements continuent en permanence pour s'adapter à ça. Nous, donc autour des documents d'identité en particulier, on travaille beaucoup sur la biométrie également, qui est un des moyens d'apporter une sécurité supplémentaire également. Et donc travailler sur les différentes couches de sécurité
qu'on peut avoir sur les documents, de manière à garantir une sécurité de bout en bout et bien protéger les données personnelles des citoyens. Eh bien, merci Nathalie Gosset. Je rappelle, vous êtes vice-présidente des solutions d'identité et de biométrie chez Thales. Et donc, on se souviendra que quand on aura cette carte sera partie prenante dans notre portefeuille, au permis de conduire, aux cartes d'identité, qui nous protégera des menaces quantiques, bien que voilà, qu'on en a parlé ce soir sur le plateau de Tech & Co, la quotidienne. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Allez, on enchaîne tout de suite. On va retrouver la rédaction de Tech & Co. Tech & Co, la quotidienne, la chronique techandco.com. Voilà, on parle beaucoup de Windows 10 qui est en train de nous quitter. Windows 11 est bien là. Bonsoir Kesso. Bonsoir. Kesso Diallo, donc journaliste Tech & Co. Ce soir, alors, tu vas nous parler de Windows 11 qui va notamment... il y a des nouveautés autour de Copilot et on va pouvoir parler à son PC. Oui, comme tu l'as dit, Windows 10 vient attirer sa révérence cette semaine, mais en attendant, Microsoft enrichit Windows 11. Aujourd'hui, l'entreprise a annoncé plusieurs mises à jour pour son système d'exploitation. Elle a notamment lancé Copilot Voice, qui va permettre d'interagir avec son ordinateur par la voix au lieu d'utiliser la souris et le clavier. En fait, il suffira à l'utilisateur de dire « Hey Copilot » pour entamer une conversation avec son PC qui pourra l'entendre, le comprendre et lui répondre sur n'importe quel sujet, que ce soit pour une recette de cuisine pour X personnes ou pour demander des explications sur un fichier. Et ce ne sera pas la seule façon dont l'ordinateur pourra, avec la permission de l'utilisateur, l'aider, parce que Copilot Voice est accompagné de Copilot Vision, pour que le PC puisse voir ce que l'utilisateur voit, afin de l'assister dans son travail ou au quotidien. Donc Copilot Vision pourra par exemple guider l'utilisateur dans un logiciel qu'il ne connaît pas, en lui montrant où cliquer. Pour lui dire où cliquer. Et Microsoft, j'imagine, va aller encore plus loin. Évidemment, Microsoft prévoit d'aller beaucoup plus loin. Les nouveautés, elles commencent à peine à être déployées, mais Microsoft a déjà l'étape suivante en tête. Elle prévoit notamment des fonctions qui vont rendre l'utilisation de l'IA sur les PC Windows encore plus naturelle. Il y a notamment la fonction Ask Copilot qui va s'intégrer dans la barre des tâches, mais on aura aussi bientôt Copilot Action qui permettra à Copilot d'agir au nom de l'utilisateur, un peu comme les agents IA dont on commence à parler aujourd'hui, pour réorganiser des dossiers, envoyer un mail ou bien tout simplement faire une réservation. Mais encore une fois, pour toutes ces nouveautés, il faudra toujours que l'utilisateur donne son accord. Oui, et puis ça fera du bruit dans l'open space. Si on commence tous à parler à nos PC ou aux PC de nos voisins, ça va être assez bruyant. Merci Kesso Diallo, journaliste Tech & Co. Mais voilà, on est dans cette avancée de Copilot et on retrouve bien entendu tous ces sujets sur le site BFM Business et sur la partie Tech & Co. Allez, tout de suite, on enchaîne avec des startups. Vous allez voir, avec de l'IA encore et des startups dans des domaines très différents. On est dans le domaine de la santé et dans le domaine de la mode. Tech & Co, la quotidienne, les invités. Nos invités ce soir, et tout d'abord Fabrice Marcella, que l'on connaît bien ici sur le plateau de Tech & Co. Alors sous une autre étiquette à l'époque, c'était Village by CA, puisque... Bonsoir Fabrice. Bonsoir Frédéric. Puisque tu as dirigé pendant 10 ans, hein, c'est ça, le Village by CA, accélérateur de start-up, et on en a vu passer beaucoup de start-up, dont beaucoup ont connu un certain succès. Et donc aujourd'hui, il est directeur de la banque des start-up chez LCL, donc pour accompagner ces start-up à devenir des scale-up, à passer à l'international. C'est déjà 307 dossiers, reçu 57 start-up accompagné, 42 millions d'euros depuis février 2025. Voilà, c'est une belle performance. Oui, on ne chôme pas. L'écosystème des startups, alors évidemment, on a notre porte-fagnon Mistral, mais ça bouge quand même beaucoup en oui, dessous. Bien sûr. C'est un secteur qui est extrêmement dynamique. D'ailleurs, je vois ce secteur bouger au travers des dossiers que je reçois. L'intelligence artificielle aujourd'hui, elle se concrétise davantage sur l'usage qu'on en fait. On n'est plus dans de la science-fiction, c'est une véritable industrie qui se caractérise d'ailleurs par plus de 780 startups aujourd'hui en France. Certaines sont devenues des licornes. En tout cas, c'est un secteur tellement dynamique qu'aujourd'hui, ça représente près de 36 000 collaborateurs. Ça recrute encore 3500 emplois à pourvoir, en tout cas encore cette année. Donc ce sujet est un sujet qui fait aussi l'objet de beaucoup d'investissements. 13 milliards d'euros qui ont été investis dans les startups depuis qu'elles se sont créées. Certaines d'entre elles ont fait des levées à plus de 100 millions d'euros. Donc voilà, ce marché est très dynamique. Et autre élément également que je voulais souligner, c'est que ces startups s'attaquent aujourd'hui
aux différents problèmes que peuvent rencontrer chacun des secteurs. Donc, ce sont des IA qui cherchent à verticaliser leur offre de produits. Et d'ailleurs, je suis venu avec deux startups. Voilà, deux univers complètement différents. Avec nous, Flore Lestrade, bonsoir. Bonsoir. Flore, merci d'être avec nous. On vous a déjà vu, parce qu'on avait fait une émission sur les 25 ans de la tech. Enfin, on parle depuis pas mal d'années de la tech, et on s'était vu à Station F. Hein. C'était ça, donc CEO de Viton. Alors, si vous nous écoutez en radio, ça s'écrit V2ETON. Fondé en 2023, création de visuels pour la mode et l'e-commerce. On va y revenir dans un instant. Et avec nous, Akpeli, Nordor, qui est cofondateur et CEO d'Epigen Labs. Là, on est dans la recherche oncologie, c'est ça ? Exactement. Je suis pharmacien de formation. J'ai entamé ma carrière dans la recherche contre le cancer à l'Institut Curie à Paris et à Harvard, à Boston, avant de lancer Epigen Labs en 2019, où on s'attaque à la problématique d'une grande disponibilité de la donnée, ce qui peut être intuitif pour ces modèles d'IA, mais une grande difficulté à utiliser cette donnée. Donc on apprend à des IA, en amont des IA d'analyse, à reconnaître, nettoyer, assembler de la donnée, pour la mettre dans les mains des chercheurs et avoir un impact dans le développement des médicaments qui aujourd'hui prend encore 10 à 15 ans. C'est pour tous les médicaments anticancéreux, etc. Exactement. Et j'avais vu que vous aviez un accord, c'était en 2022 avec le laboratoire Servier, donc parce que ça passe par là aussi, j'imagine, dans votre univers, d'avoir des accords avec des industriels pour commencer à grimper, enfin, aller vers cette scale-up dont on parlait à l'instant avec Fabrice. Tout à fait. On a annoncé un accord avec Servier au début de l'année sur plusieurs années pour les accompagner dans leur projet de recherche en oncologie, justement. Notre objectif, notre ambition, c'est un peu de devenir le fournisseur de pelles et de pioches dans la révolution de l'IA, dans la R&D pharma et peut-être même dans l'industrie de santé. C'est un domaine où il y a beaucoup, parce qu'évidemment, quand on parle de ce domaine de la santé, il y a beaucoup de certifications, de normes et tout ça. Quand on est une start-up, il faut se faire accompagner, j'imagine, et c'est là où on verra le rôle aussi de LCL, mais d'un point de vue business, d'un point de vue juridique, il y a beaucoup de choses à... Bien sûr, et ça permet de tirer le chapeau à l'équipe, notamment de software engineer d'Epigen, qui nous a permis d'obtenir cet été une certification ISO 27001, donc pour la sécurité de la donnée en gros, et aussi HDS, hébergeur de données santé, qui est l'application très stricte de la loi RGPD en France sur la confidentialité de la donnée des patients. Alors on reviendra dans un instant sur le développement justement de Epigen Labs. Flore, donc vous, votre parc, vous réinventez la photo de mode, hein, c'est ça, alors de mode et du e-commerce, racontez-nous. Oui, on la réinvente, on la génère. Oui. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on permet aux marques de mode de générer leur shooting photo, e-commerce, en quelques clics, en quelques minutes, grâce à l'IA. Et donc, en fait, on est véritablement la première plateforme de shooting de mode qui permet, en fait, sur un ordinateur, d'organiser tout un shooting photo, ce qui est quand même généralement un processus assez complexe, qui prend du temps, qui est assez coûteux. Donc là, on vient le faire en quelques minutes pour toutes les marques de mode. Donc pour passer à l'échelle, on se fait ça rapidement. Pour passer à l'échelle, là, on est dans une période particulière. D'ailleurs, pour les marques de mode, c'est le moment où on commence à finir ou commencer les shootings photos. On est déjà un peu en retard dans les catalogues. Et bien voilà, avec Viton, s'il y a des échantillons qui sont arrivés trop tard, c'est pas grave, on peut les shooter en quelques minutes. Et on s'adresse... Alors j'ai vu qu'il y avait déjà des marques comme Oxbow, il y a Carrefour. Ça veut dire qu'il y a des marques premium. Enfin, tout le monde peut s'adresser à Viton. Alors oui, donc depuis que j'ai créé la boîte avec mes deux associés. Vous êtes trois, c'est vrai. On est trois, exactement, Christian et Tristan. Et puis derrière, il y a aussi pas mal de gens, des anciens de Geekface, des anciens de vente privée. Enfin, je pense à Xavier Cour. Enfin, alors oui, on a été, on a levé 2 millions d'euros l'année dernière pour justement mettre en place cette plateforme qui, du coup, a vu le jour là tout récemment. C'est il y a un peu plus d'un mois. Viton est devenu accessible à toutes les marques. Vous allez sur viton.com et vous pouvez le faire. Et l'IA, elle intervient où là dans tout ce process là, de fabriquer cette campagne dès le début. Enfin, en fait, c'est l'IA. C'est-à-dire, je suis une marque, je dois vendre des vêtements. Voilà, partons sur la partie mode. Comment ça se passe ? Je vais sur le site Viton. Elles utilisent du coup une plateforme. Elles ont juste besoin de photos de vêtements. Oui. Et nous, à partir de ces photos de vêtements, elles choisissent ensuite un mannequin qui a été généré par l'intelligence artificielle, par nous, par nos soins, avec lesquels on a mis. Encore une fois, je pense qu'il y a une vraie différenciation, c'est-à-dire que nous, nos mannequins sont ultra réalistes, sont vraiment photoréalistes et permettent d'incarner plus de diversité, du naturel. Et donc, elles choisissent ça et ensuite, elles mettent en portée leurs vêtements. Ça vient accompagner des campagnes plus traditionnelles ou vraiment là, vous venez disrupter complètement le modèle ? Nous, on vient disrupter, en tout cas dans un premier temps, vraiment ces photos qu'on voit sur les sites internet ou dans les catalogues, lorsqu'en fait, on a besoin de montrer le vêtement.
toutes les campagnes créatives, par exemple. À l'inverse, je pense que c'est quelque chose de très spécifique et sur lequel on ne va pas forcément aller tout de suite. Nous, ce qu'on vient faire, c'est mettre de la créativité, bien sûr, mais aussi et surtout de l'efficacité. Fabrice, la sélection, on va pelle et pioche, on va en disruption. Voilà, ça fait partie des critères de sélection au sein de LCL. Alors, sur ce qu'on regarde avant tout, nous, quand on a un dossier, au-delà de la pertinence, bien sûr, du sujet qui est porté par les entrepreneurs, on regarde déjà aussi les entrepreneurs en tant que tels. C'est quel est leur background, quel est leur track record, quels sont les business angels qui les entourent. Ça, c'est aussi des éléments extrêmement rassurants pour nous, pour pouvoir s'assurer que l'entrepreneur va pouvoir réaliser finalement la promesse qui est la sienne. Après, les deux sujets qu'on a là incarnent bien les sujets aujourd'hui autour de l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, moi, j'avais peut-être une question pour Flore, si tu me le permets. Cette question, c'était de savoir si il y avait des développements possibles de ton application pour aussi avoir des photos d'enfants. C'est-à-dire parce qu'on sait bien que faire du shooting d'enfants, c'est extrêmement compliqué, très réglementé, donc un peu lourd. Sûrement très, très coûteux. Est-ce que c'est un développement possible? Complètement, et on travaille déjà avec un certain nombre d'acteurs du retail en France, particulièrement là-dessus, sur ce use case, en fait, de dire, on génère des petits bébés, des enfants, et on va permettre de générer cette collection d'enfants emportés en quelques minutes. Et encore une fois, ce qui est assez intéressant ici, c'est que, on évite de faire travailler des enfants pour ces images-là, alors qu'en fait, le but, c'est quoi? C'est de montrer comment ils portent les vêtements. Donc, c'est ça qu'on fait. Parmi les défis Acpeli, notamment avec Epigen Labs, c'est justement... Alors, on sent quand même que les industriels du médicament, aujourd'hui, ils ont beaucoup plus d'appétence envers les startups. Il y a une reconnaissance. Mais c'est ça, c'est de se faire connaître auprès d'eux. Voilà, et grâce à LCL, c'est ce qui permet ce petit coup, ce coup de pouce en montrant, regardez, on est pérenne parce qu'on existe. On parlait de il y a un instant, mais regardez, on est suivi par des gens sérieux aussi. Tout à fait, c'est très important. Mais on surfe, en effet, il y a une prise de conscience. Quand on a lancé l'entreprise en 2019, c'était pas du tout comme ça l'est aujourd'hui. Mais quand on va parler à une entreprise pharmaceutique, on a affaire à un mastodonte comparé aux toutes petites entreprises que nous sommes. Et on doit convaincre à différentes échelles, sur différents aspects, en plus de la tech et de la science. Et en effet, avoir des partenaires reconnus qui peuvent avoir des connexions, par exemple la banque du côté finance ou du côté même achat pour s'arranger avec une facture, etc. Ça peut beaucoup aider et nous aider à nous concentrer sur le cœur de l'innovation et pas réinventer la roue là où il y a du savoir-faire dont on peut profiter. Et votre défi, là, le prochain, voilà, ce que vous regardez dans les 6 prochains mois? Alors, le plus gros défi, là, on est dans la dernière ligne droite de notre nouvelle levée de fonds de 8 millions d'euros, emportée par nos investisseurs historiques, emportée aussi par la Commission européenne, dont on a remporté un financement sous le cadre du programme EIC Accelerator. On est en train d'aller chercher les derniers millions d'euros qu'il nous faut pour closer le tour et pouvoir accélérer le business et ouvrir au-delà de l'oncologie à des maladies graves. Ce sera l'occasion de revenir sur ce plateau. Donc on voit cet univers important et puis important aussi, j'imagine, chez vous, Flore Lestrade, pour vos clients, parce qu'ils jouent, leur marché aussi en venant chez vous. Donc pour vous, les prochains défis, j'imagine développement à l'international. Alors on est effectivement on a une présence européenne, donc en Allemagne, en Belgique, au UK, en Espagne et aussi évidemment en France. Et donc nous, le développement, c'est on a dépassé récemment le cap des 1 million de visuels générés depuis 2 ans. Donc en fait, c'est continuer à faire ça pour nos clients. Fabrice, un dernier mot? Non, la prochaine étape pour moi, c'est de réussir à mettre en relation ces 2 belles startups avec des clients ETI de la banque qui pourraient trouver finalement une forme de réponse à leurs problématiques au travers des sujets que vous portez toutes les deux. Eh bien, merci tous les 3 d'être venus nous parler de tout ça. Flore Lestrade, CEO de Vitton, Acpeli Nordor, cofondateur CEO de Epigen Labs. Donc là, on est dans l'oncologie de précision. Avec Vitton, on est dans la création de visuels, la mode, le e-commerce. Vous avez du mal à créer votre plateforme et à créer vos visuels, justement. Eh bien voilà, Vitton est fait pour vous. Et puis Fabrice Marcella, merci de nous avoir fait l'amitié d'être sur ce plateau, directeur de la Banque des Startups chez LCL. L'émission se termine. On se retrouve demain. Non, on ne se retrouve pas demain, on se retrouve lundi. Et oui, c'est déjà le week-end. Mais vous pouvez retrouver, bien entendu, le replay sur YouTube, les podcasts, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a tout. Enfin, allez-y, sur les réseaux sociaux, on se retrouve pour parler de tous ces sujets. Puis n'oubliez pas de nous envoyer vos impressions sur les émissions. On se nourrit de ça aussi pour nos sujets. Merci de nous avoir suivis. Excellente fin de semaine, excellente soirée sur BFM Business et excellente fin de semaine sur BFM Business.
Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.